Alors, le sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est donc le talent ludique des mathématiques. Alors, talent, c'est un mot important parce que quand on connaît les mathématiques, quand on les vit, eh bien, on trouve qu'elles ont énormément de talent et c'est ce talent qui fait qu'on s'y attache. Ludique, parce qu'il y a énormément de relations entre les mathématiques et le jeu. Et il se trouve que c'est une année un peu particulière. Alors je ne sais pas comment, si en Belgique il y a l'équivalent, mais en France il y a tous les ans dans les établissements scolaires un événement qui s'appelle la Semaine des maths, et qui a lieu au mois de mars. Et cette année, le thème c'est Jouons aux mathématiques. Et donc voilà un petit peu la raison pour laquelle j'ai proposé ce thème. Alors, je sais que parmi vous, il y a pas mal de gens quand même qui connaissent bien les maths. Donc ça veut dire que beaucoup des choses que je vais dire vous diront quelque chose. Vous connaissez probablement une grande partie des choses, mais je vais essayer de les présenter avec cet aspect-là, c'est-à-dire l'attractivité que peuvent avoir les mathématiques, justement, via un certain nombre de concepts par lesquels on peut les découvrir. Donc, pour revenir au jeu, eh bien, comme je vous l'ai dit, les mathématiques et les jeux sont extrêmement liés, puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'un jeu? La plupart des jeux, qu'est-ce que c'est? C'est une simulation simplifiée, parfois très simplifiée, d'un contexte de la vie. Et évidemment, les mathématiques, c'est l'outil idéal pour construire des simulations, pour construire des modèles. Et donc, il y a une relation évidente entre les mathématiques et les jeux. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que, moi c'est mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui font des mathématiques, eh bien, en faisant des mathématiques, eh bien, je joue. On me parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous de la rubrique que j'ai toutes les semaines dans Le Monde, où je crée des problèmes. Eh bien, certains me disent, ça te fait un travail monumental. C'est peut-être du travail, mais pour moi, c'est surtout et avant tout du jeu. Et effectivement, c'est le même plaisir que j'ai en cherchant la solution d'un problème ou en jouant. Alors, j'ai cité les deux jeux que j'ai pratiqués, les échecs ou le bridge que j'ai pratiqué de manière même très intense. Eh bien, pour moi, c'est le même plaisir, mais c'est pas seulement un plaisir, je dirais même c'est la même démarche intellectuelle pour moi de faire des maths ou de jouer. Voilà. Mais réciproquement, quand on joue, eh bien, on fait des mathématiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a énormément de domaines des mathématiques qui permettent de résoudre des situations de jeu dans tous les jeux, dans les deux jeux que j'ai cités, mais également dans la plupart des jeux, qu'ils soient d'ailleurs à information complète ou à information incomplète, qu'ils soient... Enfin, il y a toute une théorie autour de cela qui s'appelle la théorie des jeux. Quelquefois, théorie de la décision, enfin, c'est la même chose en fait. Et le fait d'avoir ces deux vocables pour la même chose, la même théorie, prouve quand même quelque chose. La théorie des jeux, c'est la théorie de la décision. Et ça sert dans des tas de domaines, y compris d'ailleurs en politique. Et pour ceux qui connaissent Tangente depuis longtemps, on a fait effectivement un livre de la bibliothèque Tangente qui s'appelle Théorie des jeux, mais on en a fait un qui s'appelle Mathématiques et politique, où justement on exploite la théorie des jeux pour expliquer un certain nombre, ou au contraire pour critiquer un
certain nombre de décisions politiques. Alors, il y a quand même un lien étroit aussi entre le fait de faire des mathématiques et le fait de jouer, et entre les mathématiciens qui ont avec le jeu quand même une relation, on va dire, privilégiée. Alors, quand je dis les mathématiciens, soyons clairs, une partie des mathématiciens. Parce qu'il y en a aussi, j'en connais, qui trouvent que, ah non, c'est pas assez sérieux pour moi le jeu. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte que c'est la même chose. Non. Bien. Et puis, dans un autre ordre d'idée, eh bien, oui, alors, au niveau des mathématiciens, j'ai mis là que depuis toujours, ils se sont lancés des défis, et on connaît dans l'histoire, alors en ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire les Européens, on va dire, c'est à partir essentiellement du XVIe siècle qu'on a des histoires de défis mathématiques qui se sont lancés un certain nombre de mathématiciens dans divers contextes, hein, en particulier en Italie, voilà. Dans d'autres contextes, par exemple en Asie, c'est beaucoup plus ancien que cela, d'accord? Donc les mathématiciens se sont lancés des défis ludiques depuis toujours. Voilà. Et donc aujourd'hui, et en particulier donc, ces dernières, disons les 5 dernières, ou même pas 5, plutôt les 3 dernières décennies, on va dire, 3-4, eh bien il y a de plus en plus de compétitions mathématiques dans le domaine scolaire, très souvent, mais aussi qui sont pour les grand public, les adultes, etc., ou même les spécialistes. Il y a des compétitions mathématiques. Donc tout ça pour dire que les mathématiques se prêtent bien au jeu. Alors, là, je vais aller un tout petit peu plus... Je vais préciser un tout petit peu les choses au niveau de ce qu'on appelle jeu mathématique. Parce que, souvent, c'est la question qu'on se pose. C'est quoi la différence entre un problème de maths et un jeu mathématique? Eh bien, curieusement, sur le plan purement mathématique, il n'y en a pas. En revanche, il y a une différence qui vient de d'autres contextes. Alors, je mets à part donc les jeux au sens propre, c'est-à-dire, bon, il y a des... C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la théorie des jeux. Donc effectivement, quelquefois c'est appelé jeu mathématique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je mets aussi à part le jeu au sens compétition, parce que c'est encore autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait... Mais ce qui est le plus important, c'est, dans la notion de jeu mathématique, c'est justement l'opposition qui est tout à fait artificielle en réalité, entre les mathématiques dites sérieuses et les mathématiques scolaires, et puis les mathématiques dites ludiques. Alors c'est quoi la différence? Alors la différence, elle intervient de deux façons. La première, c'est dans les énoncés. C'est ce que j'appelle le talent des énoncés. Eh bien, c'est la forme. C'est-à-dire que... oui, alors je parle en particulier des jeux dans la presse, parce que, comme vous le savez, comme beaucoup le savent, j'ai beaucoup contribué à des rubriques de jeux mathématiques dans la presse. Donc aujourd'hui, ça continue encore avec Le Monde toutes les semaines, et avec la recherche de manière régulière. Donc, ce sont des mathématiques tout aussi sérieuses, mais les choses, tout vient de la forme. Dans une rubrique de jeux mathématiques dans la presse, par exemple, vous ne trouverez jamais un énoncé montrer que telle propriété est vraie. C'est l'aspect ludique, déjà, vient du fait que le problème est ouvert. On ne donne pas, on ne précise pas qu'on attend la réponse, oui, même si
fois c'est un petit peu artificiel parce qu'on sait que la réponse attendue, c'est oui ou c'est non. Mais voilà, ça c'est un premier point, le problème est ouvert. Ensuite, le côté ludique vient du fait qu'on n'a pas à utiliser des techniques très développées. Parce que, effectivement, si ça devient très technique, par définition, la ludicité, on va dire, s'évapore. Bon. Donc, effectivement, on essaye de faire un minimum de connaissances scolaires dans ce qu'on appelle les jeux mathématiques. Et enfin, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, et moi en particulier, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'habillage. C'est-à-dire qu'on va donner au problème un contexte de la vie de tous les jours, ou au contraire un contexte totalement, je dirais, imaginatif, d'accord? Mais il va y avoir une histoire, on va raconter une histoire. D'ailleurs, entre parenthèses, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence à notre jour, la notion d'histoire d'un concept mathématique, c'est fondamental. C'est-à-dire que si les enseignants de mathématiques, c'est qu'il y en a un certain nombre ici, racontaient l'histoire des concepts à leurs élèves, je crois que ça changerait tout. Vous savez que si vous dites à un élève qu'un théorème que vous allez leur exposer a mis des siècles avant d'être finalisé, que des très grands mathématiciens se sont trompés, mais ça va tout changer dans leur approche. Parce que du coup, ils ne vont plus se sentir coupables, finalement, de ne pas comprendre. D'accord? Et c'est pour ça que la notion d'histoire, pour moi, est quelque chose de fondamental. Enfin voilà, tout ça c'est pour dire le talent des énoncés. Mais évidemment, il y a aussi, et ça c'est très important, le talent des solutions. Provoquer l'étonnement, provoquer l'admiration parce qu'il y a beauté, il y a simplicité dans la réponse, il y a... Donc c'est quelque chose de fondamental qui fait que, eh bien que, on va aborder ce problème sous un autre angle, tout simplement parce qu'il y a cet aspect ludique, il y a cet aspect de plaisir à découvrir les solutions ou la façon dont on a résolu le problème. Alors, il y a ce que j'appelle les idées lumineuses et que Martin Gardner, qui est quand même on va dire, il est à l'origine, vraiment, enfin, je ne vous cache pas que mon goût pour les jeux mathématiques, c'est Martin Gardner qui me l'a transmis. Non pas personnellement, malheureusement, je ne l'ai jamais connu directement, mais c'est en lisant les problèmes qu'il a posés, d'abord dans Scientific American, et puis ensuite, surtout dans la traduction française, qui est le magazine pour la science, eh bien, c'est en lisant ces problèmes que j'ai été passionné par les jeux mathématiques. Donc, c'est vraiment... Alors, il a inventé quelque chose qui est le aha, c'est-à-dire l'éclair de la compréhension, comme il disait. Et c'est ça qui fait que, soudain, il y a eu... Donc, cet éclair qui fait que, soudain, vous allez comprendre. Et grâce à une analogie, grâce à un raisonnement très simple qu'il a mis en avant et qui fait que tout s'éclaire. Voilà. Donc ça c'est les idées lumineuses et ça c'est une des choses géniales qui font que, eh bien, qu'on est enthousiasmé devant une solution. Et puis il y a d'autres façons d'être si intéressé. Eh bien, une des façons, c'est l'étonnement. Alors, qu'est-ce qui fait l'étonnement? Eh bien, il y a d'abord les paradoxes. Eh bien, oui, le fait de découvrir tous les paradoxes qu'il peut y avoir derrière des résultats mathématiques, que ce soit des vrais paradoxes ou, la plupart du temps, des faux paradoxes,
eh bien c'est quelque chose de passionnant et qu'on a envie de raconter. À un moment, je ne vais pas trop développer aujourd'hui, mais à un moment je parlais de mathématiques talent de société. Pourquoi talent de société? Parce que, eh bien, vous pouvez raconter des choses, y compris en société, devant des gens qui ne connaissent pas forcément les mathématiques. Et les paradoxes font partie des choses que vous pouvez raconter sans que les gens se sentent, on va dire mis de côté parce qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes. D'accord? Voilà, donc le paradoxe est quelque chose de fondamental pour l'étonnement. Et puis, l'autre sujet d'étonnement, c'est ce qu'on appelle les hypothèses implicites. C'est-à-dire que vous racontez donc une histoire qui est un problème, et de manière, sans que vous ayez précisé quoi que ce soit, l'interlocuteur va comprendre quelque chose, il va ajouter une hypothèse qui ne figure pas dans votre problème. Et avec cette hypothèse, eh bien, il ne va pas pouvoir avancer parce qu'elle est bloquante. Cette hypothèse empêche la résolution. Et donc, à ce moment-là, vous allez lui dire, mais tu n'as pas gardé dans l'esprit que ceci. Et dire, oui, ben non, mais ce n'est pas une obligation. Et ça y est, la solution arrive. Et c'est donc les hypothèses implicites. Alors, voilà, donc, si vous voulez, là j'ai fini un petit peu l'introduction. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer disons, au concret. C'est-à-dire, j'ai choisi 6 domaines. Et pour chacun, on va prendre quelques exemples de problèmes ou de jeux. Alors, pour ne rien vous cacher, je pense que vous en connaissez une grande partie, parce que j'ai pris quand même des choses très connues. Donc ça veut dire que, qui fait que, disons que le public qui ne connaît pas trop les maths va être, je dirais, étonné dès le début. Celui qui connaît plus les choses va peut-être avoir une autre approche, mais bon, voilà, il y a des choses que vous connaîtrez, et d'autres que vous ne connaîtrez pas. Alors le début, je ne vous cache pas que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et puis après, j'ai un petit peu corsé les choses vers la fin. Voilà. Alors, allons-y pour les hypothèses implicites bloquantes. Voilà, alors ça, c'est assez connu. Je vous laisse découvrir l'énoncé, si vous voulez, je peux vous le lire, mais je pense que c'est assez lisible comme ça. Hein, vous avez 6 cartes, et vous devez faire en sorte que le total des nombres de 2 rangées soit le même. Est-ce que c'est possible? Et puis, comment le faire? Bon, alors ça, honnêtement, c'est un peu de l'escroquerie. Bon, vous connaissez la réponse? Alors, si vous faites le total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. Comment voulez-vous arriver à deux lignes identiques? Donc, la réponse, a priori, c'est impossible. Sauf que... Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné le 6. D'accord? Voilà, bon. Donc ça, c'est un petit amusement, on va dire. Mais voilà, c'est une hypothèse implicite. Bah oui, on n'a pas le droit de retourner la carte. Personne ne vous a dit que vous n'aviez pas le droit. Voilà. Alors, dans le même ordre d'idée, un autre très connu. Vous disposez de 6 allumettes identiques. Et on vous demande de construire 4 triangles équilatéraux. Ça, c'est que... Voilà, il est très clair. Bon, alors, évidemment, l'hypothèse implicite, c'est qu'on reste dans le plan, et il suffit de passer dans l'espace pour avoir la solution. Là, c'est devenu un peu... Ah, un petit peu plus délicat, encore que ce soit aussi très connu. Là, vous avez 9 points, qui sont ça, de forme carrée, d'accord?
Et on vous demande de tracer des segments, 4 segments, qui passent par tous les points de cette figure. Alors ce qui est dommage, c'est que je suis en train de me dire, Daniel, peut-être qu'on aurait pu, mais je n'ai pas du tout pensé, donner des papiers à chacun pour un petit peu on le fera la prochaine fois. chercher. Bon. On le fera la prochaine fois. Bon, je suis désolé, je n'ai pas pensé à ça. Bon, voilà, alors, parce qu'en fait, là, il faut avoir un petit sens de l'abstraction pour essayer de construire un petit peu ce... Donc, il faut que, sans lever le crayon, il faut que vous puissiez passer par tous les points de cette figure. Et bien, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Alors, je vais vous donner la solution, bien sûr. Et vous allez voir quelle est l'hypothèse implicite que l'on a et qui empêche de résoudre. L'hypothèse implicite que l'on a la plupart du temps, ici dans le cas, quand on ne connaît pas ce problème, c'est que on pense, oui, voilà, on pense qu'il faut rester dans le cadre. Et maintenant, il faut sortir du cadre. Voilà. Et là, quand on est sorti du carré, vous avez vu à 2 endroits, pardon, et bien là, on peut effectivement, avec simplement 4 segments, relier l'ensemble des points de la figure. Je connais la solution, mais je ne l'ai pas trouvée quand on me l'a proposée. Oui. Maintenant, je la connais, mais je ne l'ai pas trouvée. Ah oui, je l'ai jamais trouvée. Ah non, mais c'est pas évident. Donc cette hypothèse implicite, elle est très forte. Oui, oui, elle est très forte, absolument. Ah oui. Voilà. Alors, un dernier problème, celui-là est peut-être moins connu, je ne sais pas si vous le connaissez, les sédentaires et les costiers. Alors, je vous laisse le lire. Donc on a 2 catégories d'habitants, les sédentaires et les costiers. Alors, dès qu'un sédentaire envoie un colis à un autre, eh bien, si le colis est ouvert, n'est pas fermé avec un cadenas, eh bien, le postier va voler. Par contre, si le colis est fermé, il va rien faire. Donc, il y a un sédentaire A qui veut envoyer un colis à un sédentaire B. Comment doit-il s'y prendre? Comment est-ce possible d'être sûr que le sédentaire B va bien recevoir le colis? Vous connaissez? Oui, donc je vois déjà quelqu'un s'y connaît. Alors, la solution, donc, allez-y, vous allez le dire. A envoie avec un cadenas la boîte à B. B ajoute son cadenas à la boîte et la renvoie à A. A enlève son cadenas, envoie la boîte à B. B enlève son cadenas et il livre. Il y a mieux. Hein. Ça veut dire que chaque fois que tu envoies un colis, il faut le faire 3 fois. J'ai une autre idée, on met un double de la clé à l'intérieur du colis. Ouais. Oui, mais il faut l'ouvrir le colis. Oui, évidemment. C'est vrai, ça va. Il faut la clé du carnet. Vous voyez un autre colis. C'est utilisé en cryptographie. Hein. Oui, quelque part. C'est très bien. Après, c'est fortune dans ce pays. Voilà. Alors, on passe au deuxième. Oui, bon, ça c'est la solution. Hein, donc, oui. On passe au deuxième, c'est ce que j'appelle les intuitions trompeuses. Bon, alors, premier problème, relativement facile. Voilà. Dans cette ville, chacun a exactement 3 amis. Qu'est-ce qu'on peut dire du nombre d'habitants de cette ville? Il est supérieur à 4. Comment? Il est supérieur à 4. Non mais ami, c'est toi, c'est réflexif ou pas? C'est réflexif. Si je suis ami avec A, ami avec B, B, absolument. Oui, c'est vrai. L'hypothèse implicite, mais explicite aussi, c'est que c'est réflexif. Peut-être que j'aurais été. Alors, quelle est la condition
condition? Quelqu'un voit la condition? Moins 4, Un nombre pair. Eh bien oui, la condition, c'est que ce soit un nombre pair. Ok, ça suffit. Et ça suffit. Effectivement. Alors, donc l'intuition qu'on peut, c'est qu'on regarde, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est un multiple de 3, etc. Bien non. parce que Pas forcément, du sur tout. 3 familles, il faut déjà qu'on se raconte. Il faut que ce soit un nombre pair. Alors pourquoi c'est une nécessité? Eh bien parce que, bon, si on connaît les graphes, c'est relativement simple de comprendre que c'est une nécessité parce que vous avez n habitants, chaque habitant est relié à 3 personnes, donc vous avez combien d'arêtes? Vous en avez 3n divisé par 2 pour la bonne raison que eh bien, chaque arête, disons, est comptée 2 fois. Donc il y a 3n sur 2, donc forcément c'est que n est pair. Et par contre, si n est pair, et bien là, voilà un exemple qui montre que c'est possible avec n'importe quel nombre pair. D'accord? Alors, bon, ça là, il peut être très facile. Bon, enfin bon, j'aurais peut-être pas utile que je m'étende là-dessus. 3 cartes sont dans une enveloppe. La première a 2 faces bleues, la deuxième 2 faces rouges, la troisième une bleue et une rouge. Vous extrayez l'une d'entre elles, vous la posez sur la table, la face visible est bleue. Quelle était la probabilité qu'il s'agisse d'une carte bleue? Bon, voilà. Donc c'est 2 tiers. Bon, ça c'est relativement facile. L'intuition. Ah, ça c'est un petit peu plus sympathique. Voilà, vous avez donc un bateau qui est amarré. Et donc il y a une corde qui est fixée à l'avant du bateau et qui est enroulée sur le ponton. Et puis, à un moment donné, on tire sur la corde d'1 mètre. Le bateau avance d'une certaine distance. Question. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette distance? Est-ce que c'est 1 mètre? Est-ce que c'est plus d'1 mètre? Est-ce que c'est moins d'1 mètre? De moins d'un mètre. Comment? Moi, je dis Moins d'un mètre. Moins d'1 mètre. Pourquoi? C'est le triangle de Pythagore. Ouais. Alors, eh bien, non. Alors, on va regarder. Donc ici, vous avez la corde initiale. Et ici, vous avez la corde une fois que ça a été tiré d'1 mètre. Oui. Entre la corde 1 et la corde 2, quelle est la différence? 1 mètre. Or, il y a quelque chose en géométrie qui s'appelle l'inégalité triangulaire et qui vous dit que dans un triangle, un côté est plus petit que la somme des deux autres, mais qu'il est plus grand que la différence des deux autres. Et la différence des deux autres étant 1 mètre, eh bien, le bateau avance de plus d'1 mètre. Là, on n'en avait pas l'intuition. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà. Il faut faire le dessin. Ah oui. Je ne connaissais pas les choses. Non, faisant le dessin, je fais. Moi, je l'aime bien. Alors, on passe aux idées lumineuses. Alors, le premier, là, il est très facile. Très facile, donc, bon, on appelle les bicyclettes chinoises. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les vélos chinois. En fait, c'est un problème qui est connu depuis longtemps sous le nom des bicyclettes chinoises. Voilà. Et donc, on a un petit village et dans lequel chaque famille possède 1, 2 ou 3 vélos. Et la seule chose que vous sachiez, c'est qu'il y a autant de familles qui possèdent un vélo que de familles qui en possèdent 3. Et en tout, il y a 33 vélos. Question. 33 familles. Question, combien y a-t-il de vélos? Bon.
c'est pas très difficile. Il peut y avoir un invariant. L'idée lumineuse, c'est tout simplement de calculer la moyenne, 60. du nombre de vélos, d'accord, par famille. Comme il y a des familles qui possèdent 2 vélos, et puis il y a autant de familles qui possèdent 1 que de familles qui possèdent 3, donc la moyenne c'est 2 vélos, et donc c'est bien 66 la réponse. Alors, deuxième... Ah, ça c'est plus amusant. Vous avez donc 11 cartes qui portent, chacune des cartes porte un numéro strictement positif. On ne sait rien d'autre. C'est un nombre strictement positif qui est écrit sur chaque carte. On sait simplement que la somme de tous les nombres est égale à 20. Question. Peut-on choisir un tas, donc 2 tas si vous voulez, peut-on séparer le paquet en 2 tas, dont chacun soit de total 10. Autrement dit, voilà. Existe-t-il un tas de total 10, et donc par définition, le deuxième sera de total 10. Alors, c'est quoi l'idée lumineuse? Alors, à votre avis, la réponse est oui ou non d'abord? Est-ce que c'est toujours possible ou pas? Alors, la réponse c'est... Pas le seul à pas savoir. Personne ne... Je ne connaissais pas celle-là. Ah, mais il n'y a pas que des choses que tu connais. Ah bah non, je suis bien content. C'est pour ça que je suis content. La somme c'est 20, alors la somme de 11, c'est 20. Alors derrière, il y a quand même peut-être un théorème, un résultat. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir derrière? Écoute, si tu as 10 cartes qui font 1 et une carte qui fait 10, c'est faisable. Oui. Et on a bien 11 cartes, donc c'est possible. Oui, mais la question c'est est-ce que c'est toujours possible? Si c'est soit possible dans certains cas, oui. Voilà. Bon, allez, je ne vous fais pas mariner plus longtemps. On va ouvrir. Voilà. Eh bien, la clé, c'est le principe des tiroirs. Vous disposez les cartes dans n'importe quel ordre et vous écrivez les 11 sommes. La carte 1, puis carte 1 plus carte 2, puis 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 1 plus 2 plus 11, et le total c'est 20. D'accord? Donc il y a 11 sommes distinctes. D'accord? Qui sont entre 1 et 20. Et il y a combien de chiffres des unités possibles? Mais il y en a 10. Conséquence, eh bien, le même chiffre des unités apparaît au moins 2 fois. Et comme le même chiffre des unités apparaît 2 fois, entre la carte A et la carte B, eh bien, vous prenez donc les cartes A plus 1, A plus 2, etc. jusqu'à B, et ça fait le total fait 10. Et donc le total des autres fait 10 aussi. D'accord? Ouais? Ça a l'air de vous laisser perplexe. Oui. Oui, je devrais dire. Oui. C'est subtil, hein? Ah, ouais. Mais c'est... Là, c'est... Il fallait trouver, évidemment, un usage du principe de Dirichlet. Et donc, le principe... mais je choisis celui-là parce que je sais qu'il est moins connu. On continue avec les idées. Alors, celui-là est connu. Celui-là est très connu, mais enfin, voilà. On a un cheval fourbu, donc, voilà, qui se trouve, voilà, c'est un cheval fourbu mais intelligent. Et il veut aller boire à la rivière, qui est représentée par la droite, puis se rendre à son écurie située au point B. En quel point doit-il aller boire
pour faire le moins de chemin possible. Bon, ça c'est très connu, bien sûr. Donc là, le AA, l'idée lumineuse, consiste évidemment à utiliser la symétrie par rapport à la rivière, et donc d'aller du point A au point B', qui est le symétrique de B, par le chemin le plus court qui est la droite, et donc ensuite on a le point H qui est celui où il doit revenir vers son écurie. Il doit voir et revenir vers son écurie. Alors, un autre problème assez connu. Donc, vous remarquez que chaque fois, il y a une histoire, mais... À la bicyclette. Voilà, la bicyclette, hein. Aujourd'hui je me suis... Alors, c'était soit à cheval, soit à bicyclette. Donc, on a un jeune homme qui part à 8 h le dimanche, il enfonce sa bicyclette, et puis il va voir sa petite amie, donc il s'arrête, il fait une cloche, il pose un poème, etc. Il arrive, après plusieurs pauses, il finit par arriver. Elle l'invite à passer la nuit. Il en a de la chance. Il repart à 8 h le lundi matin, le lendemain. Il reprend exactement le même chemin. Cette fois-ci, il est pressé, il fonce. Mais pas de chance, sa chaîne déraille. Il doit s'arrêter, il la répare, il rentre chez lui. Y a-t-il forcément un endroit où il est passé à la même heure le dimanche et le lundi? Réponse, oui. L'idée lumineuse, c'est retour dans le temps. On suppose que les deux trajets aient été faits le même jour, et du coup, celui qui a fait l'aller a croisé celui qui a fait le retour. Quelque chose. Bon, celui-là aussi est très connu. Je ne sais plus d'ailleurs, je crois que l'un d'entre vous en parlait tout à l'heure. Vous avez un échiquier 8-8, mais amputé de 2 cases à l'extrémité d'une même diagonale. Et la question c'est, est-ce qu'on peut recouvrir cet échiquier avec ces dominos? D'accord? Avec des dominos, enfin 31 dominos. Voilà, la question, puisqu'il ne reste plus que 62 cases, voilà, est-ce qu'on peut... 8 x 8, on sait ça. Comment? 8 x 8, oui. Voilà. Il reste 62 cases, il y a 31 dominos, donc est-ce qu'on peut les recouvrir? Et la réponse, évidemment, c'est non. Et pour ça, il faut imaginer que les cases soient colorées de manière alternative. Voilà. Et donc, les deux cases qu'on a enlevées sont noires. C'est 2 cases noires. Et donc, les 31... Donc, ça veut dire qu'il y a en réalité, il n'y a pas 31 cases noires et 31 cases blanches, mais 30 cases noires et 32 cases blanches. Et donc, comme les dominos, eux, sont forcément une case noire et une case blanche, eh bien, ils ne pourront jamais recouvrir l'échiquier amputé. Voilà. Ça, c'est très connu. Ah ben oui, mais ça c'est très beau comme C'est joli, absolument. Ah oui, justement, c'est ça, c'est des idées lumineuses, et effectivement... Alors, celui-là est un peu moins facile. Le revers de la médaille. Voilà. Sauf si vous le connaissez, évidemment. Donc, là, vous avez 9 médailles qui sont noires sur une face et jaunes sur l'autre. Au départ, elles sont disposées en carré, comme sur la figure. Et vous avez le droit de retourner d'un coup soit les 3 médailles d'une ligne, soit les 3 médailles d'une colonne, soit les 3 médailles d'une diagonale. Question, est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'à l'arrivée, après vos manipulations, toutes les médailles soient du côté jaune?
Alors, quelqu'un connaît le problème? Non? Oui, il faudrait. Oui, Mais c'est je ça. pouvais, si je pouvais manipuler. Ouais, c'est vrai qu'avec on aurait, mais là par contre on aurait pu mettre un petit damier là, avec des pions. Bon, alors, en fait, la réponse c'est... Bon, vous n'avez pas l'intuition de la réponse? Moi j'aurais dit oui, mais je ne sais pas au bout de combien de manipulations. La réponse c'est non. Non, il y a jamais. La réponse ce n'est pas possible. Mais alors, pourquoi? Comment est-ce qu'on... Parce qu'il y en a toujours un qu'on va retourner. Et donc c'est là qu'il faut trouver l'idée lumineuse. Alors, je vous laisse la découvrir. Donc, je n'en dis pas Passer plus. aux quatre coups. Que se passe-t-il au quatre Ah. Vous allez complètement Ah oui. oublier les autres pions. Oui, oui. Vous allez garder juste ces quatre-là. Il y en a toujours un qui Et que fait chacune des opérations possibles? Elle en retourne retourne. exactement 2 ou 0. Elle en retourne 2 ou 0. Ce qui signifie que la parité sur ces 4 coins des pièces jaunes ou des pièces noires reste toujours la même. Comme vous avez une pièce jaune au départ, vous ne pourrez jamais avoir 4 pièces jaunes à la fin. Ah ben, Hein, c'est joli. très beau. Le problème des lettres qu'on trouve. Oui, il y a une partie, effectivement, Une analogie. une analogie avec le problème des vers. Je n'ai pas mis le problème des vers, mais j'y ai pensé. Oh, oui. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Il y en a un qui Donc n'aura pas. c'est plus 2 plus 0, mais c'est Eh oui. jamais. Si tu pars de 1, tu n'arriveras jamais Voilà. à un nombre pair. Je comprends, mais je n'ai pas eu l'idée. Alors, bon, ça c'est un petit peu plus mature. Donc vous avez une grande réserve de pions bleu-blanc. Bon, j'aurais pu prendre vert, comment c'est en Belgique? Vert, jaune et... Au jaune noir. Vert, jaune, vert, jaune, rouge. Bon. Donc vous sortez 31 pions bleus, 17 blancs et 24 rouges. D'accord? Et maintenant, vous faites l'opération suivante. Vous en prenez 2 de couleurs différentes, vous les rangez dans le sac, et vous les remplacez par un pion de la 3e couleur. Et vous faites ça, vous faites ça. Alors, il se peut que vous n'arriviez pas à ce qu'il ne reste plus qu'un seul pion. Parce que si par exemple à un moment il vous reste que des pions bleus par exemple, ben, vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Donc on suppose que vous avez fait en sorte, en choisissant bien dans quel ordre vous le faites, vous avez fait en sorte qu'à l'arrivée il ne reste qu'un seul pion. De quelle couleur est-il? Pas si facile. Non, mais c'est ça l'idée lumineuse, c'est que ça ne sont pas. C'est toute la stratégie. C'est au fond une question de parité, puisque tu as 31 bleus, 17 blancs et 24 rouges, donc il y a 2 impairs et un pair. C'est une question de parité, non? Oui, Tu pour peux l'instant, choisir ce que on tu peut veux. répondre à la question. Oui. Enfin, non, j'allais dire quelle que soit la parité, pas tout à fait, parce qu'il y a des cas où on ne peut jamais arriver à une seule couleur. Mais disons qu'il y a. Voilà. Ça doit être de la couleur, de la 3e couleur, puisque tu remplaces 2 fois 2 par 1. Donc, Mais il est clair qu'on va écarter moins
de blanc puisqu'il y en a moins. Et chaque fois qu'on écarte les deux autres, on ramasse un blanc. Donc c'est peut-être un blanc. Au pif. Alors, je reviens quand même. La première remarque, Daniel, celle sur la parité, est plus pertinente que la deuxième. La deuxième. Comme je ne connais pas la solution, je tâtonne. Oui, voilà. Il y a des solutions dans la salle. Alors en fait, l'idée, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu matheux comme solution, l'idée c'est de se placer dans un, je vais appeler un gros mot, dans un groupe de 4 éléments: le pion bleu, le pion blanc, le pion rouge et le 0. D'accord? Parce que dans un groupe, il faut un élément neutre. Et là, vous vous rendez compte que, eh bien, bleu plus blanc égale rouge, bleu plus rouge égale blanc, blanc plus rouge égale bleu. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Eh bien, il y a un groupe d'ordre 4 qui a exactement cette particularité-là. Alors, c'est là que je vais employer des gros mots, c'est Z2 croix Z2, c'est-à-dire, c'est celui pour lequel, c'est Z2 croix Z2, c'est-à-dire, c'est les couples AB, avec A égale 0 ou 1, B égale 0 ou 1, sachant que 1 plus 1 égale 0. D'accord? Et donc là, vous avez le groupe en question. Et pourquoi est-on dans ce groupe? Pour valider le fait qu'on est dans ce groupe, il faut valider le fait que x plus x égale 0. On est bien d'accord? Parce que dans un tel groupe, chaque élément, attention, qu'est-ce qui se passe là? J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Comme c'est un vieux PC, il y a parfois un pression. Sinon, on sauvegarde. Ouais. C'est bien, ça va nous donner le temps de réfléchir. Ah oui, ça repart. Ah. C'est un vieux PC. Alors, je vais continuer pour l'instant. Donc, si vous prenez le problème pour valider le fait qu'on est dans le groupe Z2 croix Z2, il faut valider le fait que A plus 1 égale 0. Si vous prenez, par exemple, un pion rouge, vous voulez vérifier que rouge plus rouge égale 0. Donc vous prenez par exemple un bleu, vous l'ajoutez à un rouge, avec ça, blanc, vous l'ajoutez à un autre rouge, blanc plus rouge, ça fait bleu. Donc bleu plus rouge égale bleu. Ce qui vous entraîne bien que rouge plus rouge égale 0. Donc on est bien dans ce groupe Z2 croix Z2. D'accord? Eh bien dans ce groupe c'est très facile. Maintenant que vous connaissez la règle, eh bien les 31 pions bleus, ils valent quoi? Ils valent un bleu. Les 17 pions blancs, ils valent un blanc. Et les 24 rouges, ils valent 0. Donc il reste bleu plus blanc, c'est-à-dire Rouge. Ça c'est, oui, ça c'est pas accessible au grand public. ouais, c'est un peu ce que C'est le film. Si tu en moi, c'est le grand public. c'est Marie, le grand public, c'est ça? Voilà, c'est pour ça. Allez, on va passer. Alors bon, ça c'est assez connu encore. Les tours de magie qu'on peut faire avec les mathématiques. Donc celui-là, c'est... Voilà, on vous demande de penser à un nombre. Alors, en plus,
j'ai simplifié la tâche de résolution en vous disant que c'est entre 0 et 63. Voilà. Si j'avais dit entre 0 et 50, c'était peut-être plus. 2 exposant 6. Voilà, donc 63, tout le monde comprend d'où ça vient. Voilà, c'est une puissance de 2 moins 1. Et donc, on vous dit voilà, on montre 6 cartes et on lui demande juste de dire si son nombre est figure ou non. Dès qu'il a fini de passer les cartes en revue, eh bien le magicien annonce triomphalement, bien sûr, le nombre deviné. Comment a-t-il fait? Ajouter Alors, en haut à gauche chaque carte. Il n'y avait pas l'astuce comme ça? Non, c'est pas ça. Oui, enfin, le nombre. Il y a un algorithme comme ça, spécial. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, la solution, c'est la numération de base 2. Donc, on va avoir une carte avec tous les 1 en dernière position, c'est-à-dire tous les nombres impairs. On va avoir une carte avec tous les 1 en avant-dernière position, etc. Voilà, et c'est exactement ce qui apparaît ici. D'accord? Et effectivement, pour trouver le nombre, on additionne le premier terme de chacune des cartes où il apparaît. Voilà. Donc, j'ai oublié d'afficher la dernière. J'ai oublié d'en afficher. Hein. Là, vous avez que 4 c'était à 2 puissance 4, donc c'est bon. Ça c'est pour 2 puissance 4. 2 puissance 4 et pas 2 puissance 6. C'est-à-dire un nombre de 1 à 15. Oui, c'est plus facile. Voilà. Donc ça c'est pour des nombres de 1 à 15, mais en réalité, vous faites la même chose pour les nombres de 1 à 63. Il faut rajouter eh bien, 2 autres cartes, évidemment. Il y a 6 cartes pour tourner. Avec 16 et 32. 16 et 32. Et voilà. Et donc on a tout simplement la décomposition du nombre. On a immédiatement non seulement la décomposition du nombre en base 2, mais en plus, pour le magicien, c'est hyper facile parce qu'il suffit qu'il additionne les premiers, donc c'est ce que vous disiez, le premier chiffre de chacune des cartes où la réponse est oui. D'accord? Alors, deuxième tour connu. En fait, j'ai choisi parce que simplement, il porte un nom connu, mais sinon il est classique, c'est le tour de Monge. Voilà. Donc, on prend la carte, et puis ensuite on prend la première, on prend la deuxième carte, on la met au-dessus, on prend la troisième carte, on la met en dessous, on prend la quatrième, on la met au-dessus, cinquième carte, on la met en dessous, etc. Une fois qu'on a fini, alors là, il se trouve que j'ai simplifié le problème, je vous ai mis que 6 cartes, mais ça se généralise évidemment. Ensuite, une fois que vous avez ce nouveau tas, vous recommencez. Vous prenez la première carte, vous prenez la deuxième, vous la mettez dessus, la troisième dessous, la quatrième dessus, la cinquième dessous, etc. Et vous recommencez un certain nombre de fois. D'accord? Voilà. Et alors là, pour 6 cartes, on vous propose d'appliquer la permutation 6 fois. C'est pas tout à fait au hasard. Hein? Et évidemment, une fois que la permutation a été appliquée 6 fois, le magicien va annoncer triomphalement, lui aussi, bien sûr, la carte de départ. D'accord? Alors la réponse, bon, il suffit de voir ce qui se passe à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, première position, première manipulation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et la sixième, c'est exactement, on retombe exactement à la position de départ. Voilà. Donc, évidemment, aucun mérite. Aucun mérite. Aucun mérite, ça c'est le. Voilà. Bon, ça c'était. Ah, oui, pardon, il y a le tour de Martin Gardner. Oui, j'ai oublié celui-là. Donc, alors c'est le fameux 9. Donc, eh bien, vous pouvez tous faire le calcul. Donc, vous choisissez un nombre au moins égal à 9. D'accord? Et donc, celui-là,
celui-là, vous l'appelez 1. D'accord? Et donc, vous remontez comme ça. Donc, vous montez, vous calculez, vous allez jusqu'à N. Ensuite, une fois que vous avez monté, après, vous continuez sur la partie jaune. Hein, d'accord? Puis, ensuite, vous lui demandez alors de rebrousser chemin et de compter, mais cette fois-ci dans l'autre sens. De compter dans l'autre sens. Mais jusqu'à elle aussi. Et en restant sur la partie jaune. Pareil. Et une fois que vous avez fini, alors on peut, si vous voulez, on peut faire des travaux pratiques, hein, si vous le souhaitez. Oui? Non? Eh bien, alors, et qui est-ce qui a envie de venir faire des travaux pratiques? 21. Combien? 21. 21. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous remarquez qu'on arrive. Oh. Et bien, je peux vous dire qu'avec n'importe quel nom. Ben oui, puisqu'il y a les 8 petites gougoules et plus avec n'importe quel nom, on arrive toujours à la même. Ben Donc oui. le magicien, il n'a aucun mal à deviner. Parce que on s'est arrêté. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un tour qu'a inventé Martin Gardner. Il faut savoir qu'au départ, il était magicien. Il était, curieusement, il n'était pas mathématicien, hein, il était magicien. Voilà. Bon. Là, c'est la réponse, donc. Alors, des probabilités étonnantes. Bon, alors, ça, c'est autre chose, c'est l'histoire. On a, c'est des probabilités étonnantes ou des probabilités, on va dire, là, c'est pas étonnant, c'est plus qu'étonnant. C'est faux. C'est-à-dire, c'est une... mais c'est... Voilà, pourquoi je l'ai choisi, en fait, bonjour. C'est pour faire un petit clin d'œil, mais aussi parce que c'est vrai ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vraiment, un journal italien a annoncé ça. C'est pas du tout... je ne l'ai pas pris au hasard. C'est parce que je suis tombé un jour sur un journal italien. Il se trouve que à une époque, je faisais pas mal de déplacements en Italie. Et justement, entre autres, pour faire des... Comment dirais-je, dans des contextes de jeux mathématiques. Et j'ai lu ça dans la presse italienne, dans un journal sérieux. Et donc évidemment, c'est quelque chose d'aberrant, puisque ça signifierait qu'il y ait en gros 3 fois plus de femmes que d'hommes, ce qui, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas la réalité. Bon, enfin voilà, c'est une parenthèse. Alors, ça par contre, c'est plus intéressant. Ouais, supérieur à 50, 52, 51. Voilà, la date de naissance. Vous prenez un groupe de personnes. Donc là, 27 personnes, par exemple. Et quelle est la probabilité que parmi eux, 2 personnes aient la même date de naissance? D'accord? Donc, quand vous avez 27 postulants et date que... anniversaire, parce que date de naissance, c'est l'année aussi. Oui, pardon, la même date d'anniversaire. Le jour. Absolument. Même jour, anniversaire. Absolument. Vous avez raison, j'aurais dû mettre jour anniversaire, ça manque de préciser. Tout à fait. Donc, quelle est la probabilité que 2 personnes aient le même anniversaire? Alors, on se dit 27 personnes,
Alors qu'il y a 366 dates possibles. Bon, la probabilité ne doit pas être très grande. Erreur. Et en fait, donc tout le monde peut, enfin, c'est très connu. Alors pour faire le calcul, on calcule la contraposée. D'accord? Et la contraposée, c'est effectivement. Alors là, je suis parti de 366. C'est pas tout, donc ce qui fait que l'équation n'est pas tout à fait juste, puisque le 366e n'a pas la même probabilité, enfin, etc. Mais bon, j'ai arrondi, on va dire. Et on arrive pour la contraposée, donc avec le produit des 27 événements indépendants finalement en prenant les... Voilà, on arrive à 37,4% pour la contraposée, c'est-à-dire qu'il y a presque 63% de probabilité que l'événement se produise, c'est-à-dire qu'il y est. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors c'est ce que vous disiez, à partir de 23 personnes, il y a plus d'une chance sur deux. Avec 35 personnes, il y a plus de 80%. Et alors pour 50 personnes, la probabilité est 97%. Ça, c'est pas intuitif. Hein. Pas intuitif du tout. Et tu sais pas calculer la probabilité, tu sais la concentration de X n'arrive pas. Et donc c'est... Alors, on arrive au dernier point que j'ai appelé miracle de la logique, vrai et faux paradoxe. Là, c'est pas la logique, c'est la géométrie, et c'est évidemment un faux paradoxe. Parce que si 64 était égal à 65, ça se saurait. Voilà. Donc, on a l'impression que les triangles ici et les trapèzes sont égaux à ceux de la figure du bas, mais en réalité, il y a un très léger décalage. Et ça suffit, ce décalage, à remplir un carré. Alors, le calcul précis, il est... Là, j'ai mis les pentes des différents diagonales. Enfin, il y a du Fibonacci dans l'air. Comment? Il y a du Fibonacci dans l'air. Donc voilà, c'est un paradoxe très connu. Il s'appelle Lewis Carroll parce que Lewis Carroll l'a mis en évidence dans ses écrits. Bon, là, tout le monde connaît, je pense. On fait 5 sur 13 et le carré fait 8 sur 8. 8 sur 8. Et tu as l'impression que c'est les mêmes pièces. Voilà. Ce n'est pas exactement les mêmes. Disons que l'hypoténuse des triangles a une pente très légèrement différente. Il faut faire une petite coupée, tu as l'impression que ça va. Ah, alors ça, c'est des paradoxes statistiques. Alors ça, c'est un paradoxe que j'ai inventé, mais en fait, j'ai inventé plutôt le contexte, puisque le paradoxe, lui, il est vrai dans des tas de contextes. Voilà. C'est l'histoire de deux lycées, qui est le lycée Chose-le-Moyen, dans lequel la moyenne des élèves est de 13,98, et le lycée Truc-le-Petit, où la moyenne des élèves est de 9,98. Et donc, voilà, ils sont très mal classés, surtout le deuxième, bien sûr, est très mal classé dans les classements nationaux des établissements scolaires. Et évidemment, voilà, et puis même le premier, ils sont tous très malheureux, parce qu'ils sont en dessous de 14, et pour être dans le premier groupe, il fallait avoir au-dessus de 14. Et puis, il y a Pascaline. Alors Pascaline, elle est en terminale, au lycée Chose-le-Moyen, d'accord? Et elle a des performances autour de 12. Et donc, bah ouais, mais personne n'est parfait, elle sait prendre d'un cancre qui, lui, est au lycée Truc-le-Petit. Et puis finalement, elle franchit donc, comme l'a dit ce texte, les 400 mètres qui séparent les deux lycées et les kilomètres qui séparent
par leur réputation, et elle va au lycée Truc-le-Petit. Et alors c'est le miracle de la vie. Parce que délesté d'une élève dont la note était 12, c'est-à-dire inférieure à sa moyenne générale, soudain, le premier lycée passe au-dessus des 14. Mais, ayant intégré une élève dont la moyenne est 12, bien au-dessus de la sienne, le deuxième lycée passe au-dessus de 10. Voilà. Et alors, la question, elle porte sur l'utilité de ces statistiques. Est-ce que vous pensez que le changement d'établissement de Pascaline ait augmenté les chances de réussite des élèves de ces deux lycées? Voilà. Donc ça, c'est une petite histoire ça fait partie des miracles, des miracles et des paradoxes. Un autre paradoxe de la moyenne, là aussi c'est une histoire avec deux dangers publics qui sont des conducteurs qui veulent absolument qui dépassent toutes les limites permises par le code de la route. Monsieur Toumalin et Monsieur Havel, chacun au volant de sa voiture, et ils partent passer le week-end dans leur maison de campagne située à 200 km de leur domicile. Et ils comparent leurs performances, parce qu'ils croient à des performances. Alors le premier dit, j'ai mis 22 minutes sur ma première étape de 50 km, avec une moyenne de 136,4 km/h. Et l'autre dit, moi, ma première étape, j'ai mis 43 minutes pour faire 100 km, et ma moyenne, elle est de 139,5. Bon, l'autre est un peu déçu, mais alors, il dit, mais la deuxième étape, elle a été foudroyante. J'ai mis 1 heure pour parcourir 150 km. Et l'autre dit, ah bon, la deuxième étape, elle est encore plus rapide, 39 minutes 30 secondes pour les 100 km, c'est-à-dire 151,9 km/h de moyenne. Bon, le premier s'incline, manifeste son admiration, je ne sais pas s'il faut admirer. Et pourtant, si vous regardez le temps total, eh bien vous vous apercevez que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, eh bien, le premier a parcouru les 200 km en 90 minutes, alors que l'autre, qui était théoriquement qui avait gagné les 2 étapes quelque part, eh bien il les a parcourus en 82 minutes et 30 secondes, c'est-à-dire qu'il a été moins rapide que lui. Donc voilà encore une source d'étonnement, voilà, liée à des statistiques, comme quoi il ne faut pas trop se fier aux statistiques. Bon, l'histoire du barbier, j'en parle pas, c'est trop connu. Alors par contre, le suivant, je ne sais pas, bon, vous connaissez peut-être. Alors j'ai ajouté une ligne belge, vous avez vu? C'est-à-dire que pour désigner 19 999, eh bien donc j'ai expliqué qu'en France on a besoin de 9 mots. 19 999, et qu'en Belgique, on a besoin de 7 mots, 19 999. Hein. Je ne me suis pas trompé. Bon. Et maintenant, la question est la suivante. Quel est le plus petit entier positif indéfinissable en moins de 12 mots? Alors, il faut répondre en Belgique et en France, bien sûr, que si c'est différent, il faut avoir 2 réponses. La phrase qui comporte elle-même. C'est ça, ouais. Voilà, exactement. La phrase comporte 11 mots. Voilà. On a cherché ce matin, c'est le paradoxe de Richard. Le paradoxe de Richard. Voilà. Donc, comme cette phrase comporte 11 mots, eh bien, par définition, il n'existe pas de plus petit entier positif indéfinissable en moins de 12 mots, puisqu'on va l'exprimer en disant que c'est le plus petit entier positif indéfinissable en moins de 12 mots, donc on l'a défini en 11 mots.
Bon, ça aussi c'est très facile, c'est très connu. Les autoréférences, en plus j'en ai pris une très facile pour que vous puissiez la faire de tête. Il faut compléter les pointillés. 4 fois 0. Ben non, faux. Et ça c'est quoi ça? Non, parce que 1, Ça c'est quoi? Ah, il compte aussi Voilà. cela. Oui, bien sûr. D'accord, C'est trop facile. Ouais, c'est pas juste, parce qu'il y a 2. Donc si tu mets 2 là, il faut mettre 1 quelque part. Donc ça doit être 2, 2, 2, 2, 1, ou chose comme ça. Ah non, parce que s'il y a 1, donc c'est 3, donc c'est pas évident. Enfin, vous devriez trouver deux textes. Ouais, si tu mets 2 chiffres. Parce qu'il y en a beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Ah oui, je me doute. Bon. Langue au chat? 20 minutes. Ah, Le grand public insiste. non, mais elle aime bien ça, ce genre de truc. Oui, C'est loin d'être évident, hein. alors, il y a 4 fois le chiffre 3 le chiffre 3 et 2 fois le chiffre 4. Dans ce cas-là, le 2 sera bon. Ah oui. Non, non. Allez, tant pis, on avance. 3 fois le chiffre 1. Une fois le chiffre 2. 3. Une fois le Il chiffre. faut le trouver. Et la Alors là, la méthode, logique, la méthode, c'est de dire simplement que, a priori, on pense qu'il va y avoir oui, que des nombres à un chiffre. oui, c'est 1, 2, 3, 4. Donc le total des chiffres, ça va être 8. Ça limite quand même beaucoup les choses. Parce qu'il va y avoir 4 chiffres ici et 4 chiffres ici. Donc ça fait 8. Ah, ouais, c'est vrai. Et à partir de l'hypothèse que le total est 8, c'est assez facile de trouver précisément. Il y a 8 chiffres en tout. Ben oui. Et il faut quand même un peu chipoter, ça. Il n'y a pas tout seul. Pas vraiment, parce que tu vois, en fait, tu vois que le chiffre 1 doit être présent au moins 3 fois. D'accord? Et à partir de là, tu essayes avec 3 et ça marche. Voilà. D'accord? On sait faire un algorithme qui trouve la solution. Je pense que ça existe. Parce qu'en fait, vous pouvez généraliser ce problème à 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7, etc. Hein, Ça vient en t'attendant. allez, Inès, bon, ça aussi, c'est des paradoxes logiques. Je vous laisse le lire ou bien vous Oui, on connaît. C'est assez C'est difficile. du prisonnier, c'est Oui, c'est le prisonnier qui est comme ça. ça, j'ai pas la solution. Donc voilà, l'inspectrice du guide Michelin. Ah, parce qu'au départ, le problème que j'avais posé, on a un inspecteur qui vient inspecter des profs. Je me suis dit non, il va y avoir des profs dans la salle, on va faire autre chose. Donc, j'ai transformé ça en inspectrice du guide Michelin. Donc, qui va voir un restaurateur et qui lui dit: je viendrai la semaine prochaine, l'un des 5 jours, donc 5 jours ouvrables, et vous ne pourrez pas savoir lequel. Et elle rajoute, enfin, tout le monde sait qu'une inspectrice ne saurait mentir. Et donc, le restaurateur, qui est un très bon logicien, commence à réfléchir. Et il dit: elle ne viendra pas le vendredi. Parce que si je ne l'ai pas vue les 4 premiers jours, je vais être sûr qu'elle vient le vendredi. Bon, donc elle viendra un des 4 premiers jours. Mais attends, non, elle ne viendra pas le jeudi. Parce que comme je sais qu'elle vient des 4 premiers jours, si je ne la vois pas le mercredi soir, je saurai qu'elle vient le jeudi. Donc elle ne viendra pas, elle viendra, etc. Et on remonte, et puis jusqu'au bout, je dis: elle ne viendra pas. Voilà, elle m'a eu, elle ne viendra pas. Et puis voilà qu'elle se ramène.
c'est un raisonnement qui ne conduit pas à la solution du problème. C'est parce que tu considères qu'à partir du moment où tu élimines le vendredi, il est totalement impossible que le vendredi t'élimine. Voilà. Mais dès que tu es le mercredi, tu ne sais toujours pas si c'est bien le jeudi et le vendredi. Alors c'est pour terminer que j'ai mis ça. Là, par contre, vous ne trouverez pas, si vous ne connaissez pas le problème, parce qu'il est très difficile, d'accord? Mais moi, je vais vous dire, j'ai été épaté par ce problème le jour où je l'ai découvert. Et du coup, je me rappelle, je l'avais cherché jusqu'à ce que je trouve. Ça m'a pris du temps. Voilà. Et donc, j'ai terminé par ça. Pourquoi? Eh bien, parce que, quelque part, je vous l'ai dit tout à l'heure, Martin Gardner, c'est lui qui m'a donné envie de faire tout ce que j'ai fait au niveau des jeux mathématiques. Et ce problème n'est pas étranger à ce résultat. Voilà. Donc, le problème, le voici, c'est Pierre et Serge. Pierre comme produit, P comme produit et Serge comme somme. Voilà. Qui sont des mathématiciens géniaux, parce qu'il n'y a que des très grands mathématiciens qui peuvent raisonner de manière aussi précise, et qui rencontrent leur concierge. Leur concierge qui tend à chacun d'eux, qui sait que ce sont des très grands mathématiciens, et qui tend à chacun d'eux un morceau de papier. Voilà, dit-elle à Serge, la somme de deux nombres entiers compris entre 2 et 100. Puis à Pierre, voici le produit des deux mêmes nombres. Voilà, alors est-ce que vous les trouverez? Et donc le dialogue de la suite est surréaliste, comme je l'écris. Pierre dit, bah, le produit ne me suffit pas à trouver ces deux nombres. Et Serge dit, je le savais. Ah, tu le savais? Alors je connais ces deux nombres. Ah, alors dans ce cas, moi aussi, dit Serge. Quels sont ces deux? Voilà. Alors, c'est un problème très difficile, donc je vais vous afficher la solution. Je ne vous laisse pas le chercher, parce qu'on ne peut pas le trouver. Là, par contre, sans papier, on ne peut pas. Voilà. Mais il m'a épaté, ce problème. Et je peux vous dire que c'est pour ça que j'ai choisi de terminer par ça, parce qu'il n'est pas étranger, comme je vous l'ai dit, au fait que j'ai commencé à me dire les jeux mathématiques, enfin en tout cas de ce genre, c'est vraiment quelque chose dans quoi j'ai envie de me plonger. Voilà. Et je me suis plongé. Alors la réponse, pour que ce soit assez grand, elle n'est pas sur une diapo mais sur deux. Parce que, voilà. Et encore, tout n'est pas détaillé. Voilà, donc de la première affirmation, celle de Pierre, on élimine un certain nombre de valeurs du produit qui seraient concluantes. C'est-à-dire en particulier, évidemment, deux produits de nombres premiers, enfin bon, il y a des tas de possibilités. Ou aussi les valeurs du produit qui sont interdites parce que, évidemment, elles ne peuvent pas être le produit de deux nombres entiers compris entre 2 et 100. Et donc on interdit on interdit les nombres premiers et les produits de nombres premiers, on interdit les nombres trop grands, etc. Non, pardon, sont concluants. On interdit les nombres premiers, les nombres trop grands, etc. Mais sont concluants les produits de nombres premiers, les carrés ou les cubes de nombres premiers, d'accord, les nombres qui contiennent un facteur premier supérieur à 50, enfin bon, on exclut un certain nombre des interdits et des concluants. De la deuxième affirmation, celle de Serge. Le Serge, ça vous savez? Oui. On déduit que la somme est comprise donc entre 4 et 200 ne peut être un nombre pair parce que c'est d'après la conjecture de Goldbach qui dit que tout nombre pair peut être la somme de deux nombres premiers. D'accord? Ne peut être supérieur à 54 parce que s'il y avait 53 parmi les nombres, Pierre conclurait, enfin, etc. Il reste à tester un certain nombre. C'est pour
ça que je dis qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas mises. Il reste à tester les nombres, les sommes possibles impaires comprises entre 5 et 53. D'accord C'est pas trivial. Comment? Non, c'est pas du tout trivial. Je l'ai mis comme ça par, on va dire, pour vous montrer qu'il y a un raisonnement, mais c'est pas du tout évident de comprendre en quelques minutes comme ça. Je ne vous cache pas que quand je l'ai découvert, ce problème, j'ai mis plus d'une journée à trouver. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure pour les élèves, il n'y a pas de honte à ne pas trouver immédiatement. Donc voilà, on continue, et donc en fait on arrive quand même que Serge n'a plus que 11 sommes autorisées, qui sont les nombres du-dessous, d'accord, des tests d'équipe. Et donc à partir de là, on interprète la troisième affirmation, c'est-à-dire celle qui consiste à ce que Pierre dise « maintenant je sais lesquelles ». D'accord? Et donc en fait, voilà, l'algorithme est indiqué là-haut, hein, c'est-à-dire qu'on regarde des couples AB tels que A plus B prennent l'une des 11 valeurs autorisées, et on étudie le produit AB. Si P est concluant, c'est pas valable, donc on passe au suivant. Si, dans le cas contraire, on étudie les autres factorisations, voilà, si Pierre, et ainsi de suite. Et donc enfin, donc on a réduit, et il reste à exprimer que pour la somme S possédée par Serge, un seul couple SP donc, a été retenu, et bon, voilà, on montre que c'est la réponse, c'est 17 et 52 pour somme et produit, c'est-à-dire 13 et 4 pour les deux nombres. Voilà. Donc c'est un problème très difficile, simple. Si j'ai voulu conclure, c'est pas pour que vous trouviez la solution, bien sûr, c'est pour vous dire que, eh bien, il peut y avoir des problèmes très difficiles qui font que vous êtes en admiration devant les mathématiques et devant le talent des mathématiques. Voilà. Les concierges très forts. Ah oui, la concierge est très bien. Voilà. C'est la concierge de tangente. Ouais. Dans les hypothèses, on pourrait aussi ajouter les hypothèses qui semblent farfelues. Gartner parlait de camembert découpé. Et puis on ne parle plus jamais de camembert, mais dans la solution, il faut tenir compte que c'est un camembert. Vous comprenez? On coupait dans la tranche. Oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, volontairement. Bah oui. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions, voilà, mais sinon c'est... Je me souviens qu'il y avait des jeux de mots aussi en français avec le mot russe par exemple, ou belge. Trois Belges ont 3 sœurs, et ces 3 sœurs n'ont pas de frère, un truc comme ça. Et en fait, on oublie que russe peut être polysémique, russe garçon et russe fille. Dans d'autres, pour d'autres nationalités, ça ne marche pas, italien, italien. Donc il y a aussi des petites astuces comme ça, quoi, linguistiques. Bon, Moi, ça me fait penser à tous les jeux qui existent aussi, je veux dire plus littéraires, de la littérature sous contrainte. Oui. Et de l'Oulipo, etc. Absolument. Et on constate que les Olympiens sont souvent à la fois littéraires et mathématiques. Absolument, vous savez que c'est Raymond Queneau, François Le Lyonnais, et maintenant aujourd'hui d'autres, Olivier Salon. Voilà, absolument. Olivier Salon est d'ailleurs beaucoup intervenu dans les différents événements de Tangente. Ah oui. Voilà. Il y a aussi quelqu'un que je trouve très bien, c'est Hervé Le Tellier. Ah oui. Voilà, tout à fait. Donc, qui est remarquable. Moi, je ne connais pas les ateliers, mais j'ai fait des ateliers d'écriture avec Olivier Salon. D'accord. Olivier Salon, oui, tout à fait. Mais Olivier Salon, il est prof de maths, hein. Oui, enfin, je ne sais pas s'il est encore. Non, il a laissé tomber.
pendant de nombreuses années. Tout à fait, donc ça c'est clair. Et maintenant aussi, Georges Perec, etc., dans la vie mode d'emploi, c'est aussi des jeux de... Cavalier aux échecs. Tu sais d'ailleurs, Daniel, si tu as envie que quelqu'un parle de l'Oulipo, tu peux, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il est un petit peu âgé, donc il a je ne sais pas s'il se déplacera, mais c'est Alain Zalmanski. Oui, oui, mais j'ai déjà essayé de le faire venir, et c'était décidé au dernier moment parce que sa femme était malade. Ah oui. Ouais, mais donc... Pardon, tu dis? Ah, elle est décédée, sa femme. Oui. Parce que c'était un moment lors des maths en rue que j'ai voulu le faire venir, et au dernier moment, il s'est... Je peux comprendre. Mais il est souvent là au comité de rédaction, on le verra peut-être mercredi soir. Il essaye d'être là. Je te dis, bon, je suis un peu âgé, donc c'est pas sûr qu'il ait envie de se déplacer. Venir. Voilà. Mais il est très intéressant. Enfin, sinon, il y a moi je suis d'accord, hein, l'Oulipo, c'est... Regarde, même si ils ne sont pas tous, on va dire, égaux. Hein. C'est-à-dire que certains sont bien plus, on va dire, passionnants que d'autres. Voilà. Ça existe encore, l'Oulipo? Oui, bien sûr, ça existe. Ça se renouvelle un petit peu, mais ils sont encore actifs. Hein, il y a encore, Ils ont un site. Ils ont un site, ils font des réunions régulières. Les jeudis. Mais on a organisé des ateliers d'écriture week-end avec des membres de l'Oulipo plusieurs années à Bruxelles. Maintenant, on a arrêté parce que c'était une organisation trop compliquée et trop difficile. Là, parce que bon, c'était des journées très intensives où il y avait des visites le matin et puis l'après-midi des ateliers d'écriture et le soir des spectacles. Donc, alors justement, c'était pas facile à organiser. Plus généralement, une des spécificités des mathématiques qui ne sont pas assez exploitées et sur lesquelles on n'insiste pas assez, c'est le lien qu'elles ont avec les autres disciplines. Alors avec la littérature, évidemment, mais pas seulement. Avec les arts, c'est évident, avec la musique, c'est évident, enfin, non, la musique c'est évident, les arts, tout le monde n'est pas conscient de ça, on va dire, voilà. Mais en fait, avec des tas de domaines, et c'est un petit peu nous ce qu'on met en avant, hein, la tangente, mais je dirais que de temps en temps, on a du mal à persuader, et en particulier dans le cadre de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on continue à faire des mathématiques un ghetto dans pas mal de structures d'enseignement. Et ça, c'est embêtant. Mais par exemple, on a créé entre autres le Club Tangente, qui est une association qui met en avant la pluridisciplinarité, et en particulier, sur le plan de la littérature, on a créé un prix littéraire qui s'appelle le prix Tangente du livre. On a créé le prix Tangente des lycéens, qui est comparable au prix littéraire Tangente du livre, sauf qu'il est décerné par des lycéens. Donc ça veut dire que ça se passe dans les établissements scolaires. Voilà, donc on est vraiment très impliqué dans la mise en avant de l'utilisation, enfin disons du lien qu'il y a entre les mathématiques et les autres disciplines. Mais je pense que vous utilisez de la vidéo, parce que je pense à Numberfield, à des sites où il y a des petites vidéos. Ça, alors honnêtement, on a le site de Tangente, qui est un site interactif, enfin, c'est-à-dire que les numéros de Tangente paraissent avec des enrichissements interactifs. Il y a de temps en temps des vidéos, mais on ne peut pas dire qu'il y en ait des masses. Voilà. Il y en a un petit peu. Bon, voilà. merci à toi, Gilles, et encore